Bonjour à tous. Alors je crois que ça fait 2 semaines minimum que j'ai pas tourné. Je n'avais pas l'intention de faire une pause pendant les vacances, mais on va dire que c'était comme ça, hein. Donc me revoilà. J'ai donc beaucoup de retard entre guillemets, puisque je dois vous parler de mes meilleures lectures 2019, de mes pires lectures 2019, des mentions honorables, des mentions déshonorables, tout ça. Mais on va déjà commencer par le bilan lecture de décembre 2019, histoire de clore l'année, faut pas dire. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous parler des livres et ensuite je vous ferai un petit bilan statistique du mois. Je ne sais pas où mettre ce carnet, voilà, on va le mettre là. Très bien, parfait. Le premier livre que j'ai terminé en décembre, c'est La pyramide des besoins humains de Caroline Solé. Donc c'est ça le nom, oui. Donc je l'ai emprunté au CDI du collège. Je ne connaissais pas du tout, c'est ma collègue qui m'en a parlé. Il s'est lu très très vite, je crois que je l'ai lu en... Oui, une soirée à peu près. Alors pour vous résumer l'histoire... je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai fini le 3 décembre, donc ça fait plus d'un mois. Mais je vais tenter de... Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va fuguer et devenir SDF, et on va le suivre pendant qu'il participe à une sorte d'émission de télé-réalité. Oui, je crois que c'était ça, oui. Voilà, donc c'est un roman très très court, il fait 125 pages, donc bon, comme je vous l'ai dit, ça se lit hyper vite. Et en fait, ce qui m'a intéressée quand ma collègue m'en a parlé, c'était l'idée, voilà, de suivre un jeune SDF dont la vie va changer grâce à cette émission un peu spéciale. Alors j'ai trouvé l'idée originale, puisqu'on parle de télé-réalité. C'est donc assez proche de notre monde, hein. Donc clairement c'est dans notre monde, hein. C'est un roman réaliste, c'était pas du tout de la science-fiction ou quoi. Et aussi ce qui est original je trouve, c'est que ce soit un SDF, un jeune SDF qui participe. J'ai aimé les réflexions sur la célébrité, sur la télé-réalité, la télé en général, la technologie, ce qui nous entoure, le fait qu'on regarde plus souvent nos écrans que les gens autour de nous, et aussi sur la liberté. Ça c'était très très intéressant. Le problème c'est que je ne suis pas vraiment entrée dans le livre, je ne me suis pas vraiment attachée au personnage et en fin de compte, un mois après, j'ai quasi oublié ce livre en fait. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été écrit dans mon carnet, j'aurais oublié que je l'avais lu. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais pas... Enfin, les réflexions sont bien, hein, l'idée est bien, mais c'est pas un livre mémorable qui va rester avec moi toute ma vie malheureusement. Donc je n'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce livre malheureusement. Donc c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est... Oui, une lecture sympa, mais... Ensuite, le deuxième livre que j'ai fini au mois de décembre, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, donc auteur espagnol. C'est, je crois, le premier livre d'un auteur espagnol que je lis. Et oui, en effet. Alors ce livre faisait partie de la palle annuelle que Salomé m'avait constituée pour 2019, donc j'ai lu tous les livres de sa palle, il me semble. Bravo moi. Comment résumer ce livre ? Bon, je vais vous parler de la première scène. C'est pas un spoil, hein, c'est même dans le résumé, il me semble. Oui. En gros, on est à Barcelone après la guerre civile et après la Seconde Guerre mondiale, donc en 45. Et un père va emmener son fils au cimetière des livres oubliés, histoire d'adopter un livre. Déjà, l'idée est belle, on va dire. Et ensuite, on va suivre la vie de son fils, qui va... Comment dire ? Le livre qu'il a choisi est un peu spécial. Il est entouré d'un mystère, comme l'est son auteur. Et donc l'enfant et l'adolescent puis l'adulte va tenter de percer ce mystère. D'ailleurs, il me semble qu'on ne va pas jusqu'à son âge adulte. On le suit surtout enfant et adolescent. Oui, voilà, le livre va changer sa vie. En gros, je pense que je peux pas vous dire grand chose de plus sans vous spoiler. Ce livre m'a été fortement conseillé parce qu'on en parle comme d'un roman aux influences gothiques. Alors c'est vrai, vraiment, il y a une très forte ambiance gothique, surtout quand on arrive dans la maison. C'est très sombre, c'est assez oppressant. Le décor est gothique, enfin, oui, gothique, oui. Donc l'atmosphère de ce livre est géniale. Déjà, j'ai été happée par les premières pages, que je vais m'empresser de vous lire. Pas tout vous lire, mais au moins le début. Ça vous donnera peut-être envie de le lire. Donc le premier chapitre s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Je me souviens encore de ce petit matin où mon père m'emmena pour la première fois visiter le cimetière des livres oubliés. Nous étions au premier jour de l'été 1945 et nous marchions dans les rues d'une Barcelone éclairée sous un ciel de cendres et un soleil fuligineux qui se répandait sur la ville comme une coulée de cuivre liquide. « Daniel, me prévint mon père, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. Pas même à ton ami Thomas, à personne. Pas même à maman ?
demandai-je à mi-voix. Mon père soupira en se réfugiant derrière ce sourire triste qui accompagnait toute sa vie comme une ombre. Si, bien sûr, répondit-il en baissant la tête. Pour elle, nous n'avons pas de secret. Elle, on peut tout lui dire. Peu après la fin de la guerre civile, ma mère avait été emportée par un début de choléra. Vous comprenez pourquoi ce livre m'a instantanément happée. Voilà, donc excusez-moi si vous aussi ce livre vous a happé avec ces quelques phrases, ces quelques paragraphes, mais voilà, dès le début je me suis dit... Donc j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, j'ai aimé qu'on soit voilà comme ça directement entré dans l'histoire. C'est comme vous pouvez l'imaginer, très... enfin plein d'émotions on va dire. J'ai aussi beaucoup aimé comment on parle de la littérature, comment la littérature peut changer la vie, comment un livre peut changer une vie. Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les réflexions donc sur la littérature que porte ce livre. J'ai beaucoup aimé toute la partie sur l'histoire de Julian, dont je peux pas vous dire grand chose malheureusement. Tout le mystère qui entoure ce personnage et le mystère en général en fait dans ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais parce qu'il y a de gros mais dans ce livre. Même si j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, vraiment c'était une très bonne lecture, mais alors, de gros mais. Alors, premier gros mais, le traitement des personnages féminins. Non, non, non. Les personnages féminins ne sont là que pour faire valoir les personnages masculins. Ils ne sont là que pour, oui voilà, parler des personnages masculins. Elles n'ont aucun intérêt en soi en fait. Elles n'ont pas d'histoire. Leur histoire, c'est celle des personnages masculins. D'accord, donc non, là forcément ça m'a agacé. Il y a aussi un sexisme, mais oh mon dieu. Comment apprécier un personnage dont je ne me souviens même pas le prénom parce que voilà, je vais le retrouver. Non, il n'y a pas par là. Pourtant c'est un des personnages principaux, hein, franchement je... Le personnage de Fermine est censé être un personnage tout à fait attachant, adorable. Il soutient le personnage principal et donc c'est un personnage qu'on est censé aimer. Sauf qu'il est tellement sexiste que c'est impossible pour moi de l'aimer. Et en plus, mais pourquoi, peut-on m'expliquer pourquoi, dès que le personnage principal, qui est donc au début un enfant, je crois qu'on commence, il doit avoir 5 ans, c'est ça? Je crois qu'il a 5 ans au début. Comment un enfant donc de 5 ans, puis qui avance dans la vie logiquement, donc qui a 6, 7, 8, bref, qui devient ensuite adolescent. Bon, je veux bien la puberté, tout ça, mais peut-on m'expliquer pourquoi ce petit garçon puis cet adolescent ne peut pas s'empêcher de désirer absolument toutes les femmes qu'il croise? Je ne comprends pas, j'ai vraiment du mal, ça m'a agacée, mais vraiment agacée. Et alors même si j'ai adoré l'histoire de Julian, il y a un élément dans cette histoire qui m'a agacée aussi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Bon, voilà. Donc ça aurait pu être une excellente lecture. Et malheureusement, non. Autre chose qui m'a... C'est pas que ça m'a agacée, c'est que c'était terriblement dommage. J'ai deviné absolument tous les rebondissements. C'est-à-dire que la grosse révélation, bah j'avais deviné. Et donc, quand le livre capitalise sur cette révélation, forcément, ça n'a plus grand intérêt. Donc j'ai été tristesse en finissant ce livre. J'étais à la fois contente parce que c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Je vais vous dire tout de suite depuis quand je l'ai. Août 2013, donc il est resté 6 ans et 4 mois dans ma palle. Donc j'étais contente de l'en sortir et de l'avoir enfin terminé. Et de découvrir par la même occasion Carlos Ruiz Zafón. Mais quelle déception de voir ce traitement des personnages féminins et d'avoir tout deviné à l'avance. Voilà, il y a même quelque chose, un rebondissement auquel je m'attendais qui n'est pas arrivé. Et en même temps je me dis, si c'était arrivé, ça aurait été tellement gros, je pense que l'auteur peut-être y a pensé et après il s'est dit non. Non, je pense qu'il y a assez là déjà. En effet, il y a assez. Donc voilà, oui, c'est un roman aux influences gothiques on va dire, mais alors rien que pour le sexisme des personnages, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc un peu déçue par cette lecture et en même temps j'ai beaucoup aimé. Donc après cette déception, j'ai lu un livre coup de cœur, mais vraiment gros coup de cœur pour ce livre, qui est une lecture commune que j'ai faite avec Aurore du compte Instagram The Happy Cooking Girl et avec Sarah
du compte Instagram Sylvanée, je vous les mettrai tous les deux en description. Nous avons lu ensemble The House at Riverton, donc en français c'est Les Brumes de Riverton, de Kate Morton. Je n'avais jamais lu cette autrice et j'avais très envie de la découvrir depuis un moment. Alors j'ai ce livre depuis 1 an et 7 mois. Pourquoi pas. Donc j'ai ce livre depuis un moment, mais j'avais peur de le lire parce que c'est une fiction historique et que souvent j'adore les fictions historiques, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un petit élément qui détruise absolument tout le bouquin. Souvent j'ai peur qu'il y ait une romance qui m'agace ou quoi, et donc je repousse la lecture de ces livres alors que... Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors pour vous résumer The House at Riverton, on va suivre 2 intrigues parallèles. Alors la première, c'est en hiver 1999, on va suivre Grace qui approche la centaine je crois. Oui, elle a 98 ans. Donc elle est au seuil de sa vie, on va dire. Et elle se souvient de son passage à Riverton où elle était housemaid. Oh mon dieu, non, lady's maid. Je ne sais pas comment on dit en français. Femme de chambre. Elle était femme de chambre de l'aînée de la maison. Elle garde un secret depuis tout ce temps. Et donc on va découvrir en même temps qu'on voit sa vie en 1999, sa vie en 1924, donc l'été 1924 où il y a eu un événement particulier qui est arrivé et qui a bouleversé la vie de Grace. Donc. Et d'ailleurs des filles... Mon dieu, je me souviens même plus de leur nom de famille, c'est grave. Hartford, voilà. Et des filles Hartford, donc j'allais l'appeler Mary, mais non c'est pas Mary, c'est Anna et Emmeline. Ce livre c'est comme si je retournais à Downton Abbey, mais avec un livre. Et c'est ce que je voulais ressentir en lisant Belgravia de Julian Fellowes que j'ai lu cette année et que... Comment cet homme a pu écrire Downton Abbey et écrire ce livre? Des fois je comprends pas. Mais là c'était exactement ce que je ressens quand je regarde un épisode de Downton Abbey. J'ai eu l'impression que ces personnages faisaient partie de ma famille, je me suis énormément attachée à eux. Je me suis énormément attachée à Grace jeune et à Grace âgée. J'arrêtais pas de nommer les personnages avec les noms des personnages de Downton Abbey. Par exemple, Anna, je l'appelais Mary. Emmeline, pour moi, c'était un mélange entre Edith et Rose. Bon, après, elle a définitivement basculé chez Rose. Mr. Alors, je ne me souviens même pas de son nom parce que pour moi, c'est Carson à 100%. Comment s'appelait-il? Non, je ne la revois. Mr. Hamilton, voilà. Donc, Mr. Hamilton était pour moi Carson. Il y avait aussi Mrs. je ne sais plus quoi, qui est, je crois, l'intendante, entre guillemets, et en même temps la cuisinière. Pour moi, c'était Mrs. Patmore, un mélange de Mrs. Hughes et Mrs. Patmore. Ce qui fait que j'ai oublié les personnages Ce qui fait que j'ai oublié les noms de ces personnages et je les remplace systématiquement dans ma tête par les personnages de Downton Abbey, enfin bref. Donc je me suis beaucoup attachée à tous ces personnages. Alors, dès les premières pages, je vais pas vous lire le début de ce roman du coup puisqu'il est en anglais. Mais dès les premières lignes, j'ai su que ce livre allait être un coup de cœur. Puisque c'est une réécriture, le tout premier chapitre est une réécriture du premier chapitre de Rebecca. Mais oui, Rebecca qui est normalement ici et que je ne vois pas tout de suite, là, non. Si, là. Donc le premier chapitre est une réécriture, vraiment, réécriture du premier chapitre de Rebecca. En voyant ça, j'étais aux anges, je me suis dit, oh oui, c'est merveilleux, formidable. Alors, ce livre est très gothique alors que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit. Il est très gothique et même l'autrice à la fin a écrit une note où elle détaille tous les tropes gothiques qu'elle a utilisés. Et moi en voyant ça j'étais là, mais elle me mâche le travail, mais pourquoi j'ai pas lu ce livre avant? J'aurais tellement pu l'utiliser pour mon travail de recherche. Voilà, donc l'avoir listé tout ce qu'elle a utilisé, j'étais là, maintenant j'ai envie de relire ce livre, de l'étudier en profondeur, oh mon dieu, et j'ai envie de lire du coup tous les livres de Kate Morton, puisque s'ils sont un tant soit peu ressemblants à ce livre, ça veut rien dire ce que j'ai dit, s'ils ressemblent un tant soit peu à ce livre, j'ai terriblement envie de tous les lire. Tous. Donc je pense qu'en 2020, je tenterai de lire, peut-être pas tous les romans de Kate Morton, mais au moins un ou deux. On va dire un ou deux. Que vous dire, j'ai tout aimé de ce livre, l'écriture était formidable, donc les personnages, je vous ai dit, je me suis beaucoup attachée, l'ambiance était géniale, j'étais dans le livre, j'étais à 100% dans le livre, et ce roman parvient quand même à nous faire, à nous attacher autant à Grace âgée qu'à Grace jeune, c'est-à-dire que
les passages où on commence par parler de sa vie quand elle a 98 ans, ou les passages où on commence à parler de sa vie quand elle était jeune, aucun ne m'a dérangé. Parce que même dans les passages où on parle de sa vie actuelle, j'étais dedans parce que j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé cette relation avec son petit-fils. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Que vous dire, j'ai tout aimé. Bien sûr, pour tous les livres que je vous présente là, j'ai écrit une chronique sur le blog qui est beaucoup plus détaillée et où vous pouvez trouver plus d'arguments, où je me suis laissée emporter par la passion. Mais donc vous pouvez lire ces chroniques et peut-être que ça vous donnera davantage encore envie de lire ces livres. J'espère que je vous donne encore même un tout petit peu envie de les lire. Et pour le coup, contrairement à... je ne sais pas où il est, où l'ai-je mis là. Contrairement à L'ombre du vent qui ne m'a absolument pas surprise puisque j'ai tout deviné, j'ai été très surprise par la fin de ce livre. Je ne m'y attendais pas du tout, mais pas du tout, puisque en fait on se doute un peu du secret qu'a gardé Grace, mais à aucun moment je ne me doutais que c'était ça le secret. Ça m'a... ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Grace commence donc sa vie en étant très en bas de l'échelle sociale. À l'origine, elle travaille avec sa mère, qui l'envoie ensuite travailler à Riverton pour avoir une meilleure position dans la vie, on va dire. Et en fait, avec le temps qui avance, Grace est capable de complètement changer de vie. Et c'est beau de la voir partir de si bas et la voir arriver si haut. Enfin, voilà, j'ai adoré ça. Et il y a une romance dans ce livre, et deux romances. Je les ai toutes les deux adorées, avec passion. Ce livre était génial. Si vous n'avez jamais lu Les Brumes de Riverton, lisez-le, lisez ce livre, j'ai adoré. C'était génial. Ensuite, je suis retournée lire des livres du Plib. Alors, je suis désolée, je vais devoir bouger parce que j'ai un tout petit peu mal aux fesses assise par terre. Je suis ensuite retournée lire des livres pour le Plib, puisque, comme vous le savez, je suis jurée du Plib. Et donc là, je me suis efforcée de lire le plus de livres possible en décembre. Bon, j'aurais pu en lire plus, en vrai, je mens effrontément. Mais j'en ai quand même lu pas mal, il me semble que j'en ai lu 4, c'est pas mal, en un mois. Et donc, le premier parmi ces 4 livres que j'ai lus pour le PIB, c'est Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, j'ai du mal avec son nom. De Jean-Laurent Del Socorro, que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Actu SF, que je remercie encore une fois. Alors, j'ai entendu énormément de bien de cet auteur que je n'ai jamais lu, donc il a écrit Boudica et Royaume de vent et de colère. Il me semble que c'est ça. J'ai toujours eu très envie de lire Boudica, pour des raisons qui me semblent évidentes. Mais je ne savais même pas que ce livre était sorti avant de le voir dans la sélection du Plib. Je savais pas trop quoi penser de Royaume de vent et de colère, donc voilà. Vu qu'on me parlait énormément de Jean-Laurent Del Socorro, j'avais fini par ajouter Royaume de vent et de colère à ma wishlist, mais voilà, je ne savais pas trop quoi en penser. Alors, comme vous pouvez le constater à la couverture, Je suis fille de rage traite de la guerre de sécession. Et déjà, vous pouvez voir que ce livre est très beau. Il a un marque-page intégré. Je l'ai mis à un endroit du livre qui m'a particulièrement émue. Voilà, marque-page intégré. Enfin, c'est juste très beau. Déjà, rien que pour ça. Donc on va traiter de la guerre de sécession, sachant que je ne sais pratiquement rien de la guerre de sécession. Je savais brièvement les dates et encore, je suis pas persuadée que je les connaissais avant de lire ce livre. Je savais simplement que c'était pendant la présidence de Lincoln, qu'il était mort juste après. Voilà, c'est tout ce que je savais. Ça opposait le nord, le sud. Il y avait la question de l'esclavage. Le nord voulait l'abolir, le sud non. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce livre m'a appris énormément de choses. Alors déjà, premier bon point pour ce livre, on a une carte des États-Unis avec les principales zones de conflit, les États de l'Union, les États confédérés et la capitale de chaque État. Donc c'était déjà là, en ouvrant le livre, je me suis dit, oui, je pourrais au moins me repérer dans l'espace. Mais alors, le gros plus, je pense, ce qui m'a déjà, dès le début, met le lecteur sur une bonne voie, on va dire, prépare le lecteur à lire, c'est que l'auteur a écrit un petit guide à l'intention du lecteur où il explique qu'en fait, parce que la guerre de sécession est peu connue en France, il a décidé d'organiser chaque chapitre, histoire que ce soit très simple de se repérer. Où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est dans l'Union ou chez les Confédérés, où est-ce qu'on se trouve sur le front de l'Est ou sur le front de l'Ouest. Donc alors il place le nom du chapitre soit à droite soit à gauche, avec un drapeau à côté pour nous dire où on se trouve. Et alors attendez, il y a autre chose, mais oui, il a aussi mis une petite carte des États-Unis parfois au-dessus
au-dessus du chapitre pour savoir à peu près où on se trouve. Il explique aussi que les textes encadrés sont des documents historiques qu'il a traduits lui-même, c'est précisé. Et il y a aussi une présentation des personnages, ici, juste après donc la petite note. Et je dois vous dire que s'il n'y avait pas eu cette petite note et la présentation des personnages, j'aurais très rapidement été très perdue. Puisque même avec ce guide et avec la liste des personnages, j'étais un peu... Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas tout. Surtout que les personnages sont présentés, sont systématiquement présentés avec des périphrases. C'est-à-dire que Lincoln, lui, quand on a ses chapitres, c'est le président et la mort. Donc, alors, il y a des chapitres écrits à la première personne, il me semble. Oui, il y a aussi des chapitres écrits à la troisième personne. J'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est bien ça. Par exemple, non, c'est pas celle-là. J'arrive, hein. Ne vous en faites pas, je suis toujours là. Mon réveil est brutal, non. Le général qui ne compte pas ses morts, oui, en quelque sorte, non. Alors, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a aussi des chapitres où la narration est à la troisième personne. Majoritairement, la narration est à la première personne, et donc on a des points de vue multiples. On va suivre des personnages qui se trouvent au nord, on va suivre des personnages qui se trouvent au sud, on va suivre des personnages qui font partie de l'Union, donc le nord, d'autres qui font partie de la Confédération, donc le sud. On va suivre Lincoln, on va suivre principalement des personnages historiques, mais aussi des personnages fictifs. Et alors là, c'est le bon point de ce livre, le méga même bon point de ce livre, il y a des personnages féminins. Il y a des personnages féminins. Bravo. Franchement, bravo d'avoir écrit un livre sur la guerre de sécession avec des personnages féminins. Parce que souvent, quand on parle de la guerre de sécession et quand on écrit sur la guerre de sécession ou qu'on fait un film sur la guerre de sécession, il n'y a que des personnages masculins. Alors, l'excuse entre guillemets, c'est oui, mais à l'époque, les femmes ne se battent pas, les femmes n'ont pas vraiment une grande influence pendant la guerre de sécession, blablabla. Ici, on suit des femmes et elles ont un rôle à jouer et c'était génial. Je veux dire, comme je l'ai dit dans ma chronique, la guerre n'a pas de genre, la guerre n'a pas de sexe et donc les femmes se battent et meurent de manière très sale, parfois tuées par des baïonnettes, tuées par balles. C'était génial. C'était génial de voir ça. C'est ce genre de choses que je veux lire, des livres où on ne considère pas les femmes comme des espèces de petites choses fragiles ou alors où il n'y a pas une guerrière qui est l'exception parce que les femmes ne se battent pas. Non, les femmes sont les égales des hommes et donc elles meurent comme leurs égales. Et c'est génial. Rien que pour ça, ce livre est génial. Voilà, génial. Reprenons-nous. Une chose qui m'a instantanément séduite, c'est l'écriture. Je trouve que Jean-Laurent Delsecourt écrit vraiment très bien. C'est juste... oui, c'est vraiment très bien écrit. Aucune faute de français, parce qu'on peut en trouver parfois dans les romans. Aucune faute de français et même des magnifiques tournures de phrases et des métaphores un peu partout. Et voilà, j'adore cette façon d'écrire. Seul peut-être point négatif, mais c'est même pas un point négatif, c'est juste un bémol, mais ça vient de moi, pas du livre, c'est que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dedans et comme je vous l'ai dit, c'est sans doute parce que je ne sais absolument rien de la guerre de sécession. Donc quand j'ai commencé à lire, je me suis dit « Ouh, je ne fais rien comprendre, au secours, au secours ». Ah, autre chose que j'ai adoré, c'est que... le livre est divisé en 5 parties qui correspondent aux 5 années de la guerre. Et donc, pour vous donner une idée, 1861, P comme perdition. Et là, vous allez vous dire P, c'est-à-dire la lettre P, mais non, en fait, P est écrit P-A-I-X. Donc, P comme perdition, moi je trouve ça... Enfin, j'adore ce genre de choses, les jeux avec les mots comme ça, j'adore. J'ai tout aimé de ce livre, il n'y a pas une chose qui m'a déplu dans ce livre. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le livre, je me suis dit c'est très bien écrit et j'apprends beaucoup de choses et je trouve ça hyper ingénieux, hyper bien fait, les périphrases, les jeux de mots, tout ça c'est génial. Mais je ne ressentais pas d'émotion en fait en lisant. Et quand je lis, si je ne ressens pas d'émotion, le livre ne peut pas vraiment être un coup de cœur puisque je ne me suis pas investie en fait dans le livre. Et à un moment donné, je ne sais plus où exactement, mais enfin... Si, je me rappelle d'un moment très exact où j'ai pleuré comme ici, là. Page 492 si ça vous intéresse, si vous avez le livre, allez-y. Donc oui, page 92, c'était... Waouh. Il y a plusieurs autres passages où mon cœur s'est serré. Il y a un moment donné, vers la fin, où j'ai eu un petit peu de mal aussi, enfin c'est... Génial. Génial. J'ai aussi trouvé ce livre fascinant parce qu'on apprend beaucoup de choses mais aussi parce qu'il met en avant... Enfin, il est aussi très intéressant, par exemple, il y a un moment donné, il y a le thème du double que j'adore, avec un personnage en particulier. Il y a la mort qui se trouve donc dans le bureau de Lincoln et qui...
va pas dire qu'il torture, mais un peu quand même, puisqu'elle elle marque les murs du bureau avec de la craie. Et en fait, chaque trait de craie, c'est un mort dans la guerre. Vous imaginez l'effet sur Lincoln et l'état du bureau à la fin. Donc c'est l'élément fantastique, fantasy, du livre, oui, parce que du coup, ce livre n'est pas un roman fantastique, puisque je n'ai toujours pas fait ma vidéo sur les différents types de fantasy, c'est ma faute, hein. Donc ce roman n'est pas fantastique, il est fantasy, c'est une fantasy historique. Est-ce qu'on peut dire une uchronie? Je ne pense pas, du coup oui, sans doute fantasy historique. Je pense que ce serait plus... Ouais. Qu'est-ce que j'ai écrit? Fantasy historique. Oui voilà, je pense qu'on peut le ranger donc dans la fantasy historique. Qu'elle allait dire oui, donc l'élément fantasy c'est la mort qui donc se trouve avec Lincoln, ils ont un dialogue ensemble, ils se parlent. J'ai adoré comment on pouvait reconnaître que c'était la mort qui parlait, puisque du coup elle n'intervient pas que dans le bureau de Lincoln, on la voit des fois apparaître dans le roman, et à chaque fois qu'elle apparaissait j'étais là, mais c'est elle, non? C'est écrit comme ça, donc c'est elle, donc voilà, c'était génial. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir en fait certains personnages que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, on suit un personnage qui s'appelle... Attendez, je vais vous retrouver son nom. Non, c'est pas le général qui ne compte pas ses morts. Voilà. Le sorcier qui invoque le dragon. J'ai trouvé hyper intéressant de découvrir ce personnage historique que je ne connaissais absolument pas. Intéressant oui. Enfin, c'est pas un personnage historique que je vais graver dans ma mémoire parce que c'est un modèle pour moi, je vous le dis. On a aussi le héros qui n'en est pas un. Le commandant qui ne prend pas les armes contre son pays natal. Le général qui ne compte pas ses morts. Le brigadier qui n'est le majordome de personne. Enfin, ce sont parfois des jeux de mots aussi. Ces périphrases pour désigner les personnages. Mais que vous dire de plus sur ce livre? Et si, une dernière chose à vous dire sur ce livre. On voit la tonne de recherche qu'a dû faire l'auteur pour écrire ce livre. Parce que rien que quand on voit ce genre de choses, donc il explique au début que les textes entre lignes, comme ça, sont des textes qu'il a traduits lui-même, des documents historiques qu'il a traduits, et il y en a partout dans le livre. Partout. Je tiens aussi à vous dire que ce livre, même s'il est énorme, se lit très très vite, puisque les chapitres sont très courts et bien percutants. Et voilà. Et oh, je viens de retomber sur un chapitre qui m'a fait pleurer, c'est génial. C'est formidable. On adore. On adore. Voilà, donc ce livre était génial. Je pense qu'il va faire partie de mes sélectionnés pour le PLIB, donc je vais sans doute voter, puisque si vous ne savez pas, les jurés du PLIB doivent voter en février, fin février, pour 5 livres qui, pour eux, sont les meilleurs et donc peuvent être les finalistes. J'ai du mal à m'exprimer, c'est le soir, je pense que vous vous en rendez compte. Et donc je pense que ce livre fera partie de mes 5 sélectionnés. C'était... En fait, plus le temps passe, et plus je me dis, ce livre n'a pas été un coup de cœur sur le coup, mais il en devient un. Je sais pas si c'est très clair, mais ce livre était génial. Si vous n'avez pas encore lu, lisez-le. Et j'ai fait une très longue chronique, je crois, sur le blog sur ce livre. Allez-y, c'était génial. Je pense que cette vidéo va encore être très longue. Ensuite, j'ai lu L'homme qui dessine de Benoît Sévrac, qui m'a aussi été prêté par ma collègue au CDI du collège. Alors, on va commencer par résumer le livre. Alors c'est l'histoire d'un homme qui dessine, d'un homme. C'est une fiction historique, donc ça se passe à la préhistoire. C'est un homme qui vit dans une tribu, enfin qui vit dans un groupe, je ne sais pas trop comment qualifier une communauté on va dire. Et il part en quête, puisque c'est le seul homme qui dessine, et donc il veut voilà, dessiner des paysages, et son but est aussi de trouver une femme. Puisque les hommes de Néandertal disparaissent de plus en plus, et il est un homme de Néandertal, disparaissent de plus en plus, et l'homo sapiens domine de plus en plus, et donc lui il doit trouver une femme pour se reproduire, pour perpétuer la lignée, et pour avoir un enfant, pour faire de cet enfant le futur homme qui dessine. Alors l'idée est très originale, il va atterrir dans une tribu d'homo sapiens, et là il va devoir mener l'enquête, puisque plusieurs homo sapiens ont été assassinés. Donc il est trouvé à côté d'un corps, et donc on le ramène dans la tribu, blablabla, c'est sans doute lui, machin, voilà. Vous imaginez bien. Donc c'est très original, je trouve. Une enquête à la préhistoire, c'est super intéressant, comme cette quête d'un homme qui dessine et qui doit perpétuer sa lignée, tout ça. Très intéressant donc. En revanche, je n'ai pas du tout aimé ce livre à cause de la représentation des femmes, puisque depuis quelques années, on sait que les femmes n'étaient pas cantonnées à la cuisine et aux enfants à la préhistoire, mais qu'elles chassaient elles aussi. Et donc là, dans ce livre, les femmes ne servent à rien.
C'est-à-dire qu'on est un peu dans le même état que dans L'ombre du vent, mais en pire, je trouve. Puisque dans L'ombre du vent, les femmes n'interagissent pas entre elles et n'ont de valeur que pour les personnages masculins, pour mettre en avant les personnages masculins, blablabla. Bah là c'est encore pire, les femmes ne servent qu'à produire des enfants. Et à faire à manger. Voilà. Waouh, comme c'est formidable, on adore. Donc voilà, ça m'a complètement gâché la lecture et du coup j'ai pas grand chose d'autre à vous dire puisque tout le long de la lecture j'étais en train de fulminer à lire ce livre, donc je l'ai terminé parce que j'avais envie de connaître la fin, mais ce fut tout de même une déception, je vous l'avoue. Ensuite j'ai lu le Si, donc 4ème B de Véropé, c'est aussi un prêt, un prêt de ma collègue, mais cette fois c'est pas au CDI, je crois, c'est une amie qui lui a prêté, donc elle me l'a prêté. Voilà. C'est une bande dessinée d'une enseignante donc qui a dessiné sa classe de 4ème, donc sa classe de 4ème B dans laquelle elle a essayé d'enseigner le CID. C'était hilarant, c'était génial, c'est pas que j'ai reconnu mes élèves, pas du tout, enfin, je veux dire chaque élève est unique et aucun ne se ressemble vraiment. Mais j'ai reconnu certaines situations où je me dis, j'aurais pu avoir ce genre de réflexion, je le sens. Donc voilà, ça c'était très réaliste, c'était très drôle. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer à faire ce métier. Donc voilà, très très drôle ce livre si vous êtes professeur et même si vous ne l'êtes pas. C'est très proche de la réalité. Ensuite j'ai continué à lire pour le PLIB et j'ai lu Le phare au corbeau de Rosen Iliano que j'ai reçu en service presse par les éditions Critiques, que je remercie encore. Alors c'était pas un livre, mon dieu j'ai cru que c'était mon téléphone, mais en fait non, c'est la couverture du livre suivant qui est tellement réfléchissante que... je ne sais plus ce que je disais. Comment perdre le fil? Demandez-moi, j'y arrive bien. Donc je les remercie encore. Alors ce livre n'était pas l'un de ceux qui m'intéressait le plus pour le PLIB. Je ne sais pas trop pourquoi. Si en fait je sais pourquoi. Parce que ça traite d'exorciste et donc d'exorcisme et je n'aime pas ça du tout. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc que... Non. Je vois le mot exorciste ou exorcisme sur un résumé de livre ou quoi, instinctivement, non, on passe, autre chose, donnez-moi autre chose. Donc j'avais pas tellement envie de lire ce livre, mais comme il faisait partie des 20 sélectionnés, j'ai contacté la maison d'édition pour avoir un service de presse, et je l'ai obtenu, et donc je l'ai lu. Alors, je m'attendais pas du tout à aimer autant ce livre. Je vais peut-être déjà vous résumer le livre. On va suivre Agathe et Isaiah, qui sont tous les deux exorcistes. Enfin qui forment un groupe d'exorcistes, mais c'est un peu compliqué en fait. En fait ils ont tous les deux un don particulier que l'autre n'a pas, et donc leurs dons sont incomplets, et donc ils font équipe parce que ils ont besoin l'un de l'autre pour exorciser. En gros, je pense que j'ai assez bien résumé, je ne sais pas. Ils voient une annonce sur le réseau social des sorciers. En gros c'est une malédiction en Bretagne, à Kerarbran, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, ne me tuez pas, d'accord? Donc il voit qu'il y a une malédiction sur un phare breton. Je vous promets que j'ai pas fait exprès. Bref, un phare. Et il décide de prendre l'affaire. Ils pensent que ce sera trop dur pour eux, mais ils vont quand même tenter. Donc ils y vont. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'angoisse qu'on ressent petit à petit, presque des petites pointes d'horreur, et j'étais à fond dedans d'ailleurs. Il y a des moments où j'étais pas bien avec eux, c'était... Voilà, il y a aussi un personnage qui s'appelle Gaël, donc... Voilà. J'ai beaucoup aimé ça, c'était vraiment très prenant. Du coup, en fait le truc c'est que depuis que j'ai fini ce livre, j'arrête pas de penser à lui alors que c'était pas un coup de cœur. Mais quand même, j'arrête pas de revenir vers ce livre, c'est très bizarre. J'ai adoré cette histoire, alors je vais essayer de pas vous spoiler, mais j'ai aimé cet univers de sorciers. J'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai aimé aussi qu'on retourne dans le passé, puisque le but c'est de comprendre pourquoi il y a une malédiction sur le phare, et donc de comprendre ce qui s'est passé avant dans le passé pour que ce phare soit comme ça condamné. J'ai adoré qu'il y ait des fantômes, évidemment. Exorcisme dit fantôme. Alors en fait, je n'aime pas les exorcismes quand ça touche des personnes qui sont possédées, ça je peux pas. Mais des exorcismes avec des fantômes, je veux dire des gens qui ne sont pas possédés, là ça va. Du coup, en fait j'avais peur que ce livre nous parle de possession et tout ça, ce n'est pas le cas, heureusement. Donc tout va bien. Aussi d'autres éléments qui m'ont plu, mais je peux pas vous en parler sinon je vous spoil.
En fin de compte, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le centre de la malédiction, j'ai adoré la fin. Mais j'ai pas été convaincue au début. J'ai trouvé que c'était un petit peu long l'installation. J'ai trouvé que c'était même un petit peu long tout court, puisque j'ai trouvé qu'à un moment donné on stagnait et on restait sur quelque chose. Il y avait une espèce de répétition ou de moments creux et c'était pas... Voilà. J'ai pas tout à fait accroché au style d'écriture. Alors pour dire que j'ai beaucoup aimé le livre en m'accrochant pas au style d'écriture, c'est que vraiment l'histoire est prenante et que je me suis vraiment attachée au... Pas vraiment attachée aux personnages en fait. Enfin, je me suis attachée à certains personnages mais pas aux personnages principaux, étrangement. Voilà, donc pas emballée par le style d'écriture. Donc je sais pas si je lirai d'autres romans de cette autrice. Et aussi j'ai repéré quelques petites fautes de français parfois malheureusement. Mais j'ai vraiment été happée par ce livre et comme je vous le dis, je pense encore à lui maintenant. Ce qui est bizarre, je trouve. Il fait partie de mes peut-être pour le Plib. Parce que comme j'avais pas de penser à lui, c'était... Oui voilà, c'était vraiment prenant. J'ai aussi fait une chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus. J'ai aussi fait une micro-chronique sur Instagram. Parce que je me suis dit que j'allais me remettre à Instagram pour le Plib. Donc... Mais voilà, oui, je suis... En fait, j'ai envie de retourner dans cet univers, étrangement. Avec un autre roman, du coup, mais avec un style différent. C'est comme ça, des fois on n'accroche pas au style des auteurs, c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai reçu dans le cadre des livres voyageurs pour le Plib. J'avais reçu Les Héritiers d'Higashi, tome 1, Okami Hime, de Clémence Godefroy. Un livre que j'avais très envie de lire. J'étais... Comment dire, autant j'avais pas du tout envie de lire Le Phare au Corbeau et c'était vraiment une très bonne surprise, autant j'avais tellement envie de lire Les Héritiers d'Higashi et en fin de compte c'est une petite déception. Alors, je n'ai pas détesté le livre, c'était très bien. Très bien. J'ai aimé l'univers, j'ai aimé découvrir différents bakemono parce que honnêtement je ne connais pas vraiment. J'aime beaucoup la mythologie, j'aime beaucoup le Japon, mais je ne m'y connais pas énormément. Donc voilà, lire des romans fantasy sur la mythologie japonaise, je trouve ça hyper bien. D'ailleurs j'ai lu Les Noces de la Renarde qui sont, je ne sais pas où, là, ici. J'avais lu Les Noces de la Renarde de Florian Soulas qui parle également de mythologie japonaise et j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai davantage aimé Les Noces de la Renarde que Les Héritiers d'Higashi. Sans doute parce que... Alors, avec Les Héritiers d'Higashi, mon problème c'est que j'ai pas été tout de suite happée par l'histoire. Donc j'ai aimé, comme je vous l'ai dit, la mythologie, la magie, la diversité des... créatures entre guillemets, ou pas vraiment dire créatures, mais des bakemono, voilà. En revanche j'aurais aimé avoir un glossaire parce que quand on arrive direct dans le livre et qu'on parle de... Alors je ne me souviens même pas le nom, Yoge... Je ne saurais pas dire. Bref, on parle d'un type de bakemono, je sais pas comment vous dire autrement. On parle d'un type de créature donc, et je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Bon, j'ai deviné que c'était des espèces de dieux, araignées, je sais pas quoi. Voilà. Mais au fil des pages, on parle de différents types de bakemono donc, et j'aurais aimé avoir un petit glossaire ou je sais pas, une petite note pour nous dire alors c'est ce type de dieu ou je sais pas quoi, parce que du coup j'étais un peu... Même bakemono en fin de compte, je suis pas persuadée de savoir exactement ce que c'est, alors que j'ai lu un bouquin là-dessus, donc bon, voilà, j'aurais donc aimé avoir un petit peu plus d'explications. Oui, donc j'ai pas vraiment été happée par le livre, je me suis pas tellement attachée au personnage, j'ai trouvé qu'ils étaient peut-être un peu stéréotypé, je sais pas trop. En fait je ne sais pas ce qui m'a dérangé exactement mais quelque chose n'a pas fonctionné. J'ai aussi trouvé quelques petites fautes de français. Mais en même temps je pense que c'est le métier qui fait ça, hein, clairement. Et en fin de compte j'ai peur d'avoir deviné tout ce qui va se passer dans la suite de la trilogie. Je crois que c'est une trilogie, oui. Et donc j'ai très peur d'avoir deviné et voilà. C'est un problème, je dois vous l'avouer. Et j'ai aussi un petit problème avec la romance, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose d'éternel avec moi, donc bon, n'écoutez plus hein, quand je parle de romance, bouchez-vous les oreilles. Il nous reste 4 livres. Il me semble qu'il ne reste que 4 livres. C'est déjà bien. Donc voilà, une petite déception pour Les Héritiers d'Higashi, mais je lirai la suite, je pense, j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Ensuite j'ai lu Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur de Marianne Chaillan, qui est une non-fiction sur la saison 8 de Game of Thrones. Visiblement je ne suis pas la seule à avoir été déçue par cette saison 8. Alors il a été publié chez les éditions Équateur dans leur collection Philosophie. Et je l'ai demandé en service presse parce que quand j'ai vu... En fait je crois que c'est une abonnée sur Instagram qui m'en a parlé. Je l'ai vu, j'ai fait...
Comment un livre de Marianne Chaillan sur Goth? Voilà, j'ai lu Ainsi philosophe Amélie Nothomb de Marianne Chaillan que j'ai adoré, mais c'était genre tellement génial. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce livre. Donc j'ai envoyé un message à l'éditeur qui me l'a envoyé, donc je le remercie à nouveau. J'ai adoré ce livre, c'était formidable. Alors, donc, Marianne Chaillan a visiblement été déçue par la saison 8 de Game of Thrones, exactement comme moi. J'ai aussi l'impression qu'on a les mêmes idées, ce qui du coup est assez sympa puisque je me sens un peu plus légitime dans mes critiques entre guillemets. Oui, au début quand j'ai lu, je me suis dit oui, c'est tout à fait moi. Quand j'ai lu mais quoi, mais c'est quoi cette fin? Oui, je suis d'accord. Toutes les critiques que j'ai pu faire sur la saison 8 se trouvent dans ce livre. Donc je me suis sentie vraiment beaucoup mieux. Je me suis dit que je n'étais pas complètement tarée et que il y avait effectivement quelque chose qui n'allait pas dans cette saison 8, ce n'était pas moi qui délirais. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un essai philosophique où l'autrice essaie de pas de justifier la saison 8, mais de trouver un enseignement, de se dire c'est pas possible que les réalisateurs se soient dit on va saccager une série qu'on a produite pendant une dizaine d'années avec une saison, on va pas tout démolir, enfin il devait y avoir quelque chose en plus. Bon, certains aspects de ce livre, enfin de toute façon, en fait, je vais tenter d'être claire. L'écriture était formidable, j'adore l'écriture de Marianne Chaillan, je pense que c'est acté, j'adore, voilà. Je pense que c'est une de mes autrices préférées. Même en n'ayant lu que 2 livres d'elle, j'ai d'ailleurs commandé un autre livre d'elle que j'ai reçu et que je vais lire bientôt. Et là, bientôt, c'est pas entre guillemets, c'est vraiment bientôt, je vais le lire bientôt parce que j'adore cette autrice. D'ailleurs, elle a écrit un autre livre sur Goth qu'il faut que j'achète et que je lise, puisqu'elle y fait référence à un moment donné en disant j'ai déjà développé cette idée dans le premier livre que j'ai écrit sur Game of Thrones, donc je ne vais pas continuer. Et moi j'étais là. Il faut donc que je l'achète et que je le lise. C'est évident. J'ai adoré les analyses philosophiques, je trouve que Marianne Chaillan explique mais tellement bien. Elle explique des choses qui peuvent paraître très compliquées, mais elle les explique de manière tout à fait simple, donc on comprend, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, elle a la même réaction que moi, donc je me suis sentie un peu plus légitime. Et en fin de compte, elle m'a permis de me réconcilier un petit peu avec cette saison 8, mais je dis vraiment un peu, parce qu'il y a quand même une chose qu'elle n'a pas compris, et moi non plus. Donc bon, là, si elle-même n'a pas réussi à l'expliquer, j'ai envie de vous dire, je vais pas l'expliquer moi-même. Voilà, mais j'ai adoré ce livre. Elle fait aussi un tout petit parallèle entre Goth et Le Seigneur des Anneaux. Et ça m'a donné très envie du coup de revoir Le Seigneur des Anneaux et que j'ai regardé du coup pendant la deuxième semaine de vacances. C'était formidable. Voilà, donc ce livre est génial. J'ai fait une chronique aussi sur le blog si vous voulez aller voir, où je m'étends un peu plus on va dire. C'était formidable. Elle a divisé ce livre en 2 parties. Elle parle d'abord des leçons de la saga, donc ce que Goth nous a appris, enfin la série télé, hein. Elle ne parle pas de la série de livres parce qu'elle s'est concentrée sur la série télé. Et la deuxième partie c'est The Hall of Faces, donc la salle des visages. L'introduction et la conclusion sont très émouvantes. Je ne sais pas, en fait je ne sais pas quoi vous dire pour vous recommander de lire ce livre, juste si vous avez regardé entièrement Goth, parce que si vous ne l'avez pas regardé, ne lisez pas puisque vous allez vous faire tout spoiler. Si vous avez regardé Goth, que vous soyez déçu ou pas, ce livre offre un nouvel éclairage et c'est génial, c'est juste génial. Voilà, vive Marianne Chaillan, j'adore cette femme, je veux lire tous ses livres. Je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Je pense qu'il faut quand même le faire pour me réconcilier avec la saison 8 de Goth que j'ai vraiment détesté de tout mon cœur. Pour vous dire. J'ai regardé le dernier épisode et au tout dernier épisode quand tout s'est terminé et quand c'était la fin et qu'il n'y avait plus rien du tout et que je verrais plus jamais les personnages à l'écran et que voilà c'était terminé, j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu l'impression d'avoir perdu, qu'on avait pris une partie de moi en fait et qu'on l'avait brisé en 1000 morceaux et qu'on l'avait jeté à la poubelle et enfin voilà, c'était vraiment très violent en fait. Ce que j'ai ressenti à la fin de Goth et voilà. En fait, j'ai pas pardonné à la série et en même temps, je suis contente d'avoir lu ce livre. Je suis compliquée, mais bref. Donc, les 3 derniers livres. Celui que je vais vous présenter maintenant est aussi un service de presse que j'ai reçu des éditions Zulma, que je remercie encore. C'est Mrs. Land d'Odur Ava Olavsdottir. Je ne sais absolument pas si je prononce correctement le nom de famille et même le nom entier de cette autrice, je suis désolée. Alors cette autrice est islandaise et elle a écrit d'ailleurs plusieurs romans déjà, comme Rosa Candida ou, je ne sais plus l'autre nom, Or, que j'ai aussi très envie de lire. Alors là on va se concentrer sur Éclat, qui est une jeune fille très très belle,
mais qui ne veut pas qu'on la considère exclusivement pour sa beauté. Elle veut devenir écrivain et donc elle décide de partir à Reykjavik, la capitale de l'Islande, pour réaliser son rêve. Et là-bas, la première chose qu'on va lui dire c'est vous devriez participer à un concours de beauté, vous êtes vraiment très belle, vous pourriez devenir Miss Islande. Mais elle ne le veut pas. Et donc ce livre est écrit à la première personne, pour autant, à aucun moment la narratrice nous donne son sentiment. C'est-à-dire que on va davantage se concentrer sur les personnages à qui elle parle. Par exemple, elle parle à son amie, dont je ne me souviens pas le nom, je suis désolée. Isée, voilà. Je sais pas si c'est dit comme ça d'ailleurs. Elle parle à Isée ou à John, et on va donc se concentrer sur Isée et John. Elle va beaucoup plus nous parler d'eux que d'elle. Quand elle reçoit des remarques sexistes ou quand elle est confrontée à une situation particulière, on n'a jamais son opinion, on n'a jamais ses réactions. Ce qui est assez spécial, mais que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai eu un peu de mal avec le début du roman, puisqu'on assiste au dépeçage d'un cachalot. Génial, c'était cool. On va dire que j'ai découvert une autre culture dans ce livre, vraiment. C'est à 1000 lieues de chez nous, clairement. Rien à voir avec notre vision des choses. Ça se passe aussi dans les années 60, donc la vision des femmes est aussi rien à voir, tout comme la vision des homosexuels, puisque le livre va se concentrer sur la condition féminine et aussi la condition des homosexuels, la liberté des homosexuels et des femmes. Et c'était hyper intéressant, c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture du coup, j'ai beaucoup aimé aussi que l'autrice nous cite des poèmes d'auteurs islandais. Malheureusement je n'ai pas trouvé ces auteurs traduits en français, quel dommage. J'ai trouvé juste un livre qui s'appelle 25 poètes islandais je crois. Et donc je pense lire ce livre, mais sinon je n'ai rien trouvé d'autre parmi les auteurs qu'elle cite, malheureusement. Donc c'est une écriture tout en retenue, on ne dit pas tout au lecteur. En fait ce que j'ai aimé c'est qu'on prend pas le lecteur pour un idiot. Au contraire, on lui montre certaines situations et c'est lui qui doit déduire de ce que disent les personnages et de ce qu'ils vivent. Il doit déduire en fait... il doit comprendre, en fait, c'est implicite. Enfin voilà, ce que j'ai aussi surtout aimé, c'est qu'on ne prend pas le lecteur pour un idiot. On va pas lui expliquer. Et là, du coup, elle pensait ça, c'est clair, parce qu'elle a dit ça. Non, c'est le lecteur seul, dans sa tête, qui doit faire l'effort de se dire mais là, je suis pas persuadée enfin, elle cherche plus à se convaincre elle-même qu'à dire la vérité ou ce genre de choses. Voilà. Enfin, du coup, je sais pas si je suis très claire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce genre de choses. Je déteste quand les auteurs... c'est ce que fait... Corinne, non, Madame de Staël dans Corinne ou l'Italie. À chaque fois que son héroïne vit quelque chose de particulier, elle se sent obligée d'expliquer ce qui se passe, alors que le lecteur a compris, elle n'a pas besoin que l'autrice lui mette le nez dans la réponse. Voilà, je sais pas si je suis très claire, j'espère. En gros, pour moi, ça montre que l'autrice fait confiance au lecteur et sait qu'il va comprendre ce qui est écrit entre les lignes. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair, mais comme je vous l'ai dit, j'ai découvert une culture différente, que ce soit au niveau littéraire, mais aussi au niveau mode de vie, rien que ça. C'était assez perturbant, on va dire. Au fil des pages, je me suis beaucoup attachée aux personnages, que ce soit Ekla, John ou Isée. Et parce que je me suis attachée aux personnages, j'ai ressenti une sorte d'angoisse à la fin. J'étais vraiment très mal. Je me demandais ce qui allait leur arriver. Et j'ai été un petit peu déçue par la fin, parce que même... Enfin, est-ce que je peux dire carrément déçue? En fait, je pense que le livre n'aurait pas pu se terminer autrement, puisque nous sommes dans les années 60, c'est clair. Mais cette dernière lettre de Starkadur, je suppose que ça se dit comme ça, à Ekla, m'a tellement déçue. Tellement déçue. Et comme je l'ai dit, est-ce que ça pouvait vraiment se terminer autrement dans les années 60 en Islande? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était très intéressant et je pense lire d'autres livres donc de cette autrice. Comme je vous l'ai dit, Rosa Candida et Or m'attirent bien. Voilà. Ensuite, le dernier livre lu pour le PLIB en décembre et même en 2019, c'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. J'avais pas du tout envie de lire ce livre à l'origine, parce que j'ai lu Les Larmes Rouges de Georgia Caldera et que je n'ai pas du tout aimé. Alors rien à voir avec l'écriture de l'autrice ou quoi, c'est juste le personnage de Cornelia qui m'a... Je l'ai détesté avec une passion impressionnante. Et donc j'avais très peur de me retrouver à détester ses filles. Voilà. J'avais très peur de me retrouver à détester ses filles. Et finalement je me suis dit allez, tentons quand même. Et comme il faisait partie des livres voyageurs, je me suis dit bon, je vais le demander en livre voyageur et je verrai bien si j'aime.
Et résultat, j'ai bien fait puisque j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est une fantasy mythologique. C'est aussi post-apocalyptique je pense, puisque les hommes ont dû choir à un moment donné et les dieux se sont retrouvés à devoir gouverner les hommes. Je trouve cette idée super intéressante. À partir du moment où il y a des dieux dans la fantasy, je suis là, oui, donnez-moi. Pour autant, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu réticente parce que c'était Georgia Caldera et que j'avais déjà lu un livre d'elle et que j'avais peur de détester ses fils. Comme quoi, il faut toujours laisser une seconde chance aux auteurs et aux autrices. J'ai beaucoup aimé. À partir du moment en fait où le personnage de Proserpine nous est présenté, oui, j'ai adoré. Et je me suis dit, oh, ça va être génial. Dieu, déesse, j'ai adoré. Question de demi-dieu aussi que j'ai adoré. J'ai trouvé ça intriguant, j'ai trouvé ça prenant. J'ai été happée par ce livre, je l'ai lu en 2 jours je crois. Oui, je l'ai lu en 2 jours, j'étais complètement dans le livre. J'ai très envie de lire la suite, par contre cette fin c'est pas possible. C'est terriblement frustrant de finir un livre là-dessus. C'est assez affreux, sachant qu'on va devoir attendre 1 an pour lire la suite. C'est un peu de la torture quand même. J'ai adoré le personnage de Verlaine, j'ai adoré l'idée de vie antérieure, c'était génial. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, la fin est une torture. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a une romance dans ce livre. Et je vois potentiellement un triangle amoureux. Et d'un côté, ça me dérange parce que je n'aime pas ça. J'ai une réaction épidermique au triangle amoureux. Et en même temps, ça m'intrigue. Et en même temps, je suis pas persuadée que ce soit une romance. Enfin, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Vraiment, j'ai terriblement envie de lire la suite. Et j'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez en savoir plus. Mais je vous le recommande. Si vous aimez les romans fantasy, où on peut voir des dieux et où il y a une espèce d'intrigue, une rébellion. Enfin, allez voir, j'ai adoré. J'ai aussi adoré la place que prennent certains personnages qu'on peut penser secondaires et qui peu à peu prennent le devant. Ah, c'était génial. Mais j'ai surtout aimé, en fin de compte, suivre les dieux plutôt que de suivre Céphise, qui est l'héroïne. Ce qui est potentiellement dommage. Et j'ai aussi eu un problème avec la nudité des personnages féminins. Mais j'en parle davantage dans ma chronique. Étant donné que la vidéo est très longue, je suis désolée, je vais devoir abréger, mais je vous recommande fortement ce livre si vous aimez la fantasy et donc la mythologie, les dieux, tout ça. Allez-y. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en décembre, c'est Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen, dans cette magnifique édition Vintage Classics qui s'est abîmée. Alors, cette fois j'ai pu annoter ce livre, puisque j'avais une édition où c'était écrit microscopique et j'avais adoré la première fois que je l'ai lu. Alors cette fois j'ai eu un petit peu de mal au début à entrer dedans, j'étais pas dans le délire puisque j'étais vraiment dans un délire fantasy. J'avais un petit peu de mal à entrer dans le livre. J'ai absolument détesté le personnage de Mrs. Bennet, mais vraiment d'une violence. Waouh. À partir d'un moment je me suis dit mais attendez, je ne comprends plus, qu'est-ce qui se passe? Parce que, avouons-le quand même, Darcy est imbuvable au début. Et à un moment donné je me suis dit mais comment il fait déjà pour qu'on arrive à cette fin là? Comment? Et en fin de compte, voilà, j'ai tout retrouvé, tous les éléments. Oula, ça fait penser un petit peu à la chanson de mon enfance de Barbara, ça fait peur. Mais oui, en effet, j'ai retrouvé tous les sentiments que j'avais éprouvés la première fois. Je me souviens pourquoi j'étais si excitée en lisant ce livre, pourquoi je n'ai pas pu arrêter de lire. Je me souviens pourquoi je me suis couchée à 6h du matin ce jour-là, la première fois que j'ai lu. Je m'en souviens bien. Je me souviens aussi de ma frustration en lisant ce livre, puisqu'il y avait des moments... J'avais envie de balancer le livre en disant mais vous me saoulez, mais c'est énervant. Parce que comment on peut arriver à un tel degré de frustration alors que concrètement ce livre est une romance? Jamais j'aurais pensé qu'une romance pouvait me faire ressentir ce genre de choses. Voilà. J'ai adoré le personnage de Jane et en même temps je l'ai trouvé beaucoup plus naïf que la première fois que je l'ai lu. J'ai adoré le personnage d'Elizabeth. J'aime surtout son évolution, tout comme le personnage de Darcy que j'ai détesté au début. J'ai détesté, comme je vous l'ai dit, le personnage de Mrs. Bennet et Lydia. Et alors, Mrs. Bennet est tellement hypocrite et tellement... Mais tant de mauvaise foi en un personnage, ça me... Oh. Voilà, donc profondément, je l'ai profondément détestée. Je pense qu'elle va atterrir sur la liste des personnages que je déteste le plus au monde. Peut-être avec Lydia et Wickham, éventuellement. Comme à la première lecture, j'ai adoré l'écriture. Par contre, je me suis rendu compte qu'en anglais, il y avait certains passages, je sais pas si c'est la façon dont c'est écrit ou si c'est le vocabulaire, mais ou je sais pas si c'est moi qui étais distraite parce que j'étais pas à 100% dedans. Mais des fois je lisais, j'étais là, mais c'est pas clair, c'est pas clair du tout. Mais pour autant, j'ai adoré.
Et en lisant ce livre, j'ai repensé à Charlotte Collins de Jennifer, je ne sais plus quoi, que j'ai lu il y a un moment, je vous mets ici la couverture. J'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'il suit Charlotte après Orgueil et Préjugés. C'était juste génial. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre. J'ai achevé l'année avec une relecture, avec un classique et avec une romance. Waouh, impressionnant. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres romans de Jane Austen. Vraiment, j'espère qu'elle saura autant me surprendre avec Emma, qu'on doit lire en février avec la team psychopathe, puisque c'était une lecture commune avec la team psychopathe. J'espère qu'elle saura autant me surprendre avec Emma qu'elle m'a surprise avec Orgueil et Préjugés. Donc voilà, ça donne ça. Par contre, on va enlever... Wow. On va enlever Rebecca qui n'a rien à faire là. Où es-tu? Ça donne ce tas, sans parler de ceux que j'ai empruntés, de ceux que je n'ai plus. J'ai abandonné un livre aussi, ce mois-ci, j'ai abandonné Le Musicien d'Annabelle Blangier parce que je n'y arrive pas. J'aime beaucoup l'écriture, mais je n'arrive pas du tout à entrer dans l'histoire, les personnages m'agacent au plus haut point, et donc j'ai abandonné. Je crois que j'ai abandonné au bout de 77 pages. 67 pages. Et je le lisais en e-book sur ma nouvelle liseuse, mais non. En fait, avec l'e-book, je ne me vois pas avancer, et les personnages m'agaçaient trop, j'avais pas envie de lire ça, donc... j'ai abandonné. Alors, rapidement, les statistiques du mois. Le meilleur ce mois-ci, les meilleurs ce mois-ci sont, sans surprise, The House at Riverton, Les Brumes de Riverton et Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur. Honnêtement, si vous ne devez lire que 2 livres dans ce bilan lecture, lisez ces deux-là, ils sont juste formidables, c'est génial, lisez-les. Le fail, c'est donc Le Musicien d'Annabelle Blangier, où vraiment j'adore vraiment l'écriture de l'autrice, mais non. La surprise, les surprises du mois sont Le Phare au Corbeau et Les Brumes de Cendre-Lune, donc Le Phare au Corbeau de Rosanne Liano et Les Brumes de Cendre-Lune de Georgia Caldera, que j'aurais sans doute jamais lu sans le Plib, donc merci le Plib. Et la déception du mois, c'est L'Homme qui dessine de Benoît Sévrac. J'ai lu 12 livres en tout, j'en ai acquis 38. Oui, vous avez bien entendu, 38. Ah oui, je vous en parlerai plus longuement dans le bilan 2019 et dans les objectifs 2020. Mais vous avez bien entendu 38. Donc je pense que je vais vous faire un book haul parce que ça serait intéressant. Dites-moi si vous avez envie d'un book haul. Et là, je pense que ça s'impose. J'ai lu 10 romans, enfin 10 fictions plutôt, qui ne sont que des romans. J'ai lu un roman contemporain, 4 romans historiques, 4 fantasy et un roman classique. J'ai lu 2 non-fictions, une BD sur l'enseignement et un essai fantasy. En tout, j'ai lu 4019 pages. Pas mal. J'ai commencé 3 séries. L'Ombre du Vent, alors la série ne s'appelle pas comme ça, mais le premier tome c'est L'Ombre du Vent. Les Habitudes d'Higashi et Les Brumes de Cendre-Lune, je n'en ai continué et terminé aucune. Bravo moi. J'ai lu un livre de la Palle Annuelle, j'ai fait 2 lectures communes et j'ai abandonné un livre. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture de décembre, je pense que c'est amplement suffisant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, si vous avez envie de les lire. Comme d'habitude. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.